comme tous les lundis soirs, votre émission Top Rugby, votre magazine dédié à l'Union Bordeaux-Bègles. On est revenu bien sûr sur la victoire de l'UBB face au Castres Olympique. On rappelle que le prochain match ce sera face à la section paloise le 21 novembre prochain. Mais on va faire un point sur la saison des espoirs, toujours en compagnie de Frédéric Garcia, le directeur du centre de formation de l'UBB. On va regarder tout de suite le classement de ce championnat d'espoirs Réchelle. On rappelle que l'UBB est champion de France en titre. Bon, vous êtes 5e, 7 points, une seule victoire. C'est vrai qu'on va le débriefer pour l'instant, ce bilan qui est pas trop bon pour l'instant. Ce début de saison pour l'UBB, c'est le Racing 92 qui domine le championnat. On vous rappelle que vous pourrez suivre bien sûr la saison des espoirs sur TV7 et notamment le prochain match. Quel bilan vous faites pour l'instant de ce début de saison, Frédéric ? Bon, évidemment que comptablement, c'est un bilan qui est insatisfaisant par rapport à ce que l'on avait envie de faire aussi. Mais voilà, écoute, on n'est pas encore mort dans cette poule-là. Il nous reste 4 matchs pour essayer de se qualifier pour le championnat de France, dans une formule un peu bizarre, avec une poule de 6 et des poules de 4 après. Mais voilà, on a reçu 2 fois, on a perdu 2 fois, on était un peu l'équipe à battre et sûrement qu'on n'était pas assez prêt pour ça. Mais les joueurs sont en formation, donc il faut qu'ils apprennent à tomber, à se relever. Gagner tous les week-ends, c'est sympa, mais ils veulent faire un métier où il y a des coups durs. Donc là, c'est des coups durs. Et donc, on attend de voir leur réaction et notre réaction à nous aussi, le staff, pour les aider à essayer d'aller chercher la qualification. Et justement, et comment on arrive à les aider ? Qu'est-ce que vous dites à ces joueurs pour les accompagner ? Il y a plusieurs choses. On fait un point sur leur niveau attendu, sur ce qu'ils sont capables de faire, sur ce qu'ils font réellement, l'auto-évaluation, voilà, essayer de les mettre en confiance, mais leur dire aussi qu'ils jouent dans un grand club et qu'on se doit de faire au mieux. Si c'est pas le cas, on leur dit. Voilà, je suis plutôt satisfait du dernier match qu'on a fait chez le premier au Racing, où même si on perd avec un point de bonus défensif, il me semble qu'on a fait le rugby qu'on a envie de faire. Justement, on voit des images en plus du match face au Racing en plus, donc c'était une défaite 30-27, mais bon, c'était serré. Il manque pas grand-chose, effectivement. Est-ce que c'est un contre-coup peut-être de la saison dernière aussi, du titre de champion C'est toujours les débuts difficiles, c'est toujours multifactoriel. Je pense qu'on s'est bien entraîné comme d'habitude, mais on avait un groupe un peu plus éclaté que d'habitude, avec pas mal de garçons qui étaient avec les grands, un peu de blessés aussi de la saison dernière, et puis des nouveaux à intégrer. Cette formule de championnat qui n'a pas permis aux premières années de prendre un peu le temps. On était de suite dans le vif du sujet avec 2 réceptions difficiles, le Racing et La Rochelle, et un déplacement à Brive. Voilà, ça a été l'apprentissage express pour certains. On le paye un peu, mais on fait tout pour essayer de récupérer ces points perdus. Le prochain match est important à La Rochelle, voire décisif. Pas trop mettre de pression. C'est dans 15 jours. Vous aurez toutes vos forces vives ou il y en a qui seront en sélection? C'est quoi le programme? Alors, les moins de 20 seront rentrés, les moins de 19 aussi. La première jouera vendredi contre Pau. Nous, on va essayer bien sûr de rattraper, ne serait-ce que La Rochelle est venue nous battre à la maison, et on va tout faire pour essayer de leur rendre la monnaie, évidemment. Et pour la qualif, si on ne gagne pas, évidemment que ça sera compliqué. Donc c'est un match très important, un match sous pression. Les jeunes joueurs ont besoin de ça aussi pour apprendre. Que vous pourriez bien sûr suivre sur TV7 cette rencontre face à La Rochelle. Est-ce que vous voyez aussi de votre œil d'expert des espoirs que aussi tous les clubs évoluent aussi, développent bien leurs jeunes? On voit beaucoup de jeunes en top 14, on les met directement au niveau, on sent que tout le monde prend un bon virage sur tous les clubs. Bon, on en a déjà parlé ici depuis 2 ou 3 saisons. Le rugby français va bien chez les jeunes, il me semble. On sort beaucoup de jeunes joueurs. La règle des GIF a bien sûr fait son œuvre, mais les managers d'équipe pro ont envie de faire jouer ces jeunes qui performent. Et on l'a dit tout à l'heure, ils ont un état d'esprit différent, ils sont prêts plus vite, surtout les 3 quarts d'ailleurs, et ils s'intègrent vite et ils amènent leur pétillant dans les équipes. Donc voilà, il me semble que la formation française va bien. Pour les avants, et on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être bien aussi, on en parlait avec Jean-Baptiste Poux la dernière fois qu'il est venu, ça peut être bien aussi qu'il passe par la case Pro D2. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous développez aussi. Prêter un joueur en Pro D2, en première ligne, pour se faire les dents, comme on dit, ça peut être une bonne... Alors ça peut être une bonne idée, évidemment. Il faut que le joueur ait le niveau pour s'exprimer en Pro D2 aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en échec. Oui, si un Pro D2 monte aussi un niveau. Donc il y a tout ça à évaluer. Évidemment, certains avants n'ont pas besoin. Marco Gadotti n'a pas eu besoin de faire trop longtemps en Pro D2, d'autres plus longtemps. Voilà, c'est à évaluer. Dans quel club on l'envoie, comment on travaille. Il me semble que Zach Afan travaille bien à Brive. S'il n'avait pas eu une blessure croisée, il aurait été déjà depuis
une année à Brive. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Il faut bien choisir. Tous les profils de joueurs ne sont pas faits pour ça, mais oui, ça peut être intéressant, évidemment. Intéressant pour la suite des espoirs. Comme on l'a dit, ce sera le prochain match. Ce sera face à La Rochelle le 22 novembre au prochain. Un petit mot également des Lions. Hein, c'est en Elite 1. AXA Elite 1, on va regarder le classement des Lions qui avait battu Lille ce week-end 61-5 pour les Lions qui s'offrent une première victoire dans ce championnat d'Elite 1. 5 petits points, c'est vrai qu'il y a un peu de retard sur notamment Romagna ou le stade toulousain. Prochain match à domicile, ce sera face à Blagnac pour les filles de François Ratti. On va continuer à parler de top 14, Mathieu, avec notamment la section paloise donc, qui a battu l'équipe de Perpignan 27-23. On va écouter tout de suite la réaction de Sébastien Piccheroni, le manager de la section paloise. Alors attention, parce qu'on arrive à se sortir de ce piège, on arrive à se sortir de ce bourbier, et on arrive à gagner cette belle équipe. Donc je vais pas faire la gueule, hein. Je suis très content du résultat, je suis très heureux de notre clôture de bloc. Malgré tous les événements du match, on fait un match lucide, cohérent et précis. Ça me plaît beaucoup. Après, c'est un match dur. Je pense que le fait principal du match, il est surtout là. Il est d'abord d'être lucide et humble et de reconnaître que Perpignan a fait une grosse partie et que aujourd'hui, je pense que Perpignan a prouvé qu'elle était une grosse équipe de top 14. C'est un bilan à la hauteur de nos ambitions, mais malgré tout, c'est un bilan qui a pour moi un relief d'exigence qui doit nous renvoyer à une exigence bien supérieure. En tout cas, il est du même avis que vous, Sébastien Piccheroni, Frédéric Garcia, hein, sur l'équipe de Perpignan. C'est vrai que Pau a eu chaud, mais Pau est toujours là. Oui, alors c'est quand même l'équipe surprise de ce début de saison. Hein. Clairement, on ne voyait pas les Palois, même si ce n'est pas une surprise non plus, parce qu'il y a une construction dans la durée. Fredo, il connaît bien Sébastien Piccheroni. Il y a quand même un beau travail qui est fait, notamment au niveau des jeunes, hein, par la part de Sébastien Piccheroni, avec tout le territoire aussi. Il nous en avait parlé à chaque fois qu'il était venu dans nos différentes émissions sur TV7. C'est quand même l'équipe surprise de ce début de saison en top 14. Mais on voit que sur la fin, ça commence à tirer un peu pour les Palois. Il y a une défaite au Racing, alors qu'il y a des points perdus au pied un peu facilement. Ils auraient pu l'emporter. Et là, samedi, ils s'en sortent bien. Donc, il y a encore un petit peu de réussite, et tant mieux pour eux. Mais samedi, ils ont eu quand même très très chaud. Hein. D'ailleurs, Sébastien Piccheroni l'a dit, si l'USAP gagne au Hameau, je crois qu'il n'y a pas débat et que tout le monde se dit que c'était mérité. Donc, Pau, finalement, récolte un peu les fruits du travail de ses précédentes saisons. Et ça fait plaisir de les voir là parce que ça récompense aussi les jeunes, la formation, et puis un état d'esprit, une philosophie de jeu. Mais est-ce qu'ils seront capables, et ça sera tout l'enjeu du second bloc, est-ce qu'ils seront capables de maintenir ce rythme-là? On aura un premier élément de réponse déjà avec leur match ici à Chamond. C'est vrai que la section paloise a beaucoup de jeunes, il lance beaucoup de jeunes qui performent, ces jeunes. C'est la patte Sébastien Piccheroni, vu qu'il a connu tout ça, notamment avec l'équipe de France au moins de 20 ans. Bon, je crois qu'il a recruté des garçons qu'il connaissait surtout. C'est aussi le premier recrutement, donc il connaissait leur potentiel. Des garçons qui ressemblent un peu aux nôtres aussi. Donc voilà, dans sa construction des équipes, c'est quelque chose qui compte évidemment. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils disent, hein. Il y a un peu un petit parallèle entre l'UBB et Pau, notamment sur sa ligne de 3/4, beaucoup de jeunes assez mobiles, notamment sur le jeu. Il nous reste quelques minutes, Mathieu, on va parler Pro D2 bien sûr, parce que la Pro D2 continue, hein. Il n'y a pas de trêve pour le championnat de Pro D2, vous avez l'habitude, les bons et les mauvais élèves, on va commencer avec les bons élèves de la Pro D2, voilà, on retrouve deux élèves qui étaient plutôt dans l'autre partie, au fond de la classe, finalement ils sont devant, c'est le club d'Angoulême et le Stade Montois, qui c'est les bons élèves de cette nouvelle journée. Oui, on va commencer par le SA15, qui avait connu un début de championnat un peu compliqué, quand même, et puis il y a eu cette victoire à Brive, on pourra parler de Brive après dans les mauvais élèves, mais il y a cette victoire à Brive, en tout cas le SA15 est résilient, on n'est pas vraiment étonné non plus quand on connaît un peu cette équipe qui est habituée maintenant à gravir les échelons petit à petit. Bien, le SA15 est en train de finir fort, et effectivement la victoire à Brive leur a donné un petit plus de confiance quand même, qui va beaucoup leur servir. Et puis Mont-de-Marsan, rappelons-nous quand même où étaient les Montois il y a quelques semaines. Alors, est-ce que c'est plutôt la belle performance de Mont-de-Marsan ou Nevers qui a complètement coulé à pic? 70 points pour une équipe comme Nevers à Mont-de-Marsan, qui est quand même pas un quart d'heure de la Pro D2. Bon, ça montre aussi que même en Pro D2, il y a encore des équipes, encore en début de saison, donc il y a encore des équipes qui se cherchent un petit peu, mais c'est quand même le bon élève du week-end.
c'est quand même évidemment le Stade Montois, 70 points contre Nevers, c'est une performance quand même à marquer. Il faut les féliciter parce que c'est vrai qu'ils étaient beaucoup au fond de la classe. Depuis Oui, le début deux clubs de landais, saison, c'était un peu compliqué pour les Landais. Justement, il y a l'autre club landais reste au fond de la classe. Par contre, c'est Dax qui a perdu ce week-end mais qui a bien joué. à Agen. Et c'est Brive également, c'est les deux mauvais élèves de cette journée. Oui, bon, mais Dax, c'est pas parce qu'il y a Fredo, parce qu'il connaît bien la maison d'Aquoise aussi. Mais c'est le mauvais élève parce que c'est le 0 pointé. Néanmoins, sur leur match à Agen, ils ont fait plutôt une bonne performance. Ils avaient fait tourner. Donc je fais confiance à Vincent Etcheto pour bien cibler ces matchs. Il y en a un gros qui arrive là, à Carcassonne. Et je trouve que Dax progresse aussi petit à petit, sortie après sortie. Donc c'est le mauvais élève pour le 0 pointé à Agen. Et au vu de leurs prestations, ils auraient mérité mieux. Et puis Brive, Brive par contre, ça commence un peu à se compliquer. Les 40 points à Agen, la défaite à domicile contre le SA15, et là, 25 points encaissés, 3 points seulement marqués. C'est compliqué du côté de Brive, et il ne faudrait pas qu'il y ait du remue-ménage aussi en coulisses, parce que ce sont des clubs à gros budget en Pro D2, et aujourd'hui il faut que les résultats arrivent vite, parce que même en Pro D2 ça va vite, il y a des équipes qui cavalent devant, et il va falloir que Brive s'accroche très très rapidement. En tout cas, les signaux qui sont envoyés ne sont pas très bons pour les brivistes. Et Brive qui affrontera Mont-de-Marsan justement lors de la prochaine journée à Amédée Domenech. Merci Frédéric Garcia d'avoir été avec nous sur le plateau pour aborder tous ces sujets sport et bien sûr pro. Merci Mathieu également, on se retrouve la prochaine fois, surtout pour faire le grand débrief de France-Afrique du Sud, ce sera lundi prochain. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée sur TS7.